Bonjour à toutes et à tous. Donc, dernière activité de ce chapitre sur, donc toujours dans le thème 2, corps humain et santé, partie 2, fonctionnement du système immunitaire. Donc on va clôturer aujourd'hui ce premier chapitre sur l'immunité innée, puis on s'arrêtera là jusqu'aux vacances, et on prendra le deuxième chapitre après les vacances sur l'immunité adaptative, qui vient prendre le relais. Donc la dernière activité, elle est assez rapide, hein, vous en êtes certainement rendu compte, sur comment est poursuivie l'immunité innée par l'immunité adaptative, comment le lien se fait entre les deux immunités, et comment peut-on limiter la réaction inflammatoire, puisqu'elle est responsable de douleurs et de fièvre, donc il faut être capable de trouver le bon dosage entre la laisser se développer pour laisser notre organisme se défendre, mais au contraire éviter qu'elle dure trop longtemps pour éviter qu'elle perde, enfin qu'elle nous fasse trop de douleurs et que la fièvre dure trop longtemps. Alors je reprends cette activité, voilà, ça c'était pour la correction. Donc sur cette activité deux parties, la première partie sur la poursuite de la réaction inflammatoire, vous aviez un certain nombre de documents. Dans cette partie, on s'intéresse à des cellules particulières de la réaction inflammatoire, les cellules dendritiques dont on a déjà parlé, des cellules capables de faire la phagocytose, capables de présenter l'antigène et capables de sécréter des médiateurs chimiques. Alors vous avez un premier document qui vous montre le système lymphatique, donc l'organe de notre système immunitaire, qui est constitué de la rate, du thymus, de différents ganglions, le tout relié par des vaisseaux qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Le liquide qui circule à l'intérieur, c'est la lymphe, et c'est par l'intermédiaire de cette lymphe que les globules blancs de la réaction immunitaire peuvent se déplacer. Donc on se rend compte que plusieurs jours donc sur ce premier document, que le nombre de cellules dendritiques dans les organes lymphoïdes du système lymphatique vont augmenter, surtout dans les différents ganglions, puis dans la rate. Donc les cellules dendritiques qui, elles, à la base, sont dans les tissus pour phagocyter la bactérie ou le virus qui est en train d'attaquer l'organisme, et ben cette bactérie, ces cellules dendritiques, une fois, et elles vont ensuite passer dans le système lymphatique, donc rentrer dans les vaisseaux, dans la lymphe, et aller jusque dans les ganglions. Lorsque l'on s'intéresse à l'intérieur de ces ganglions ou de la rate, etc., ici c'est dans un ganglion, et qu'on regarde un petit peu les cellules, qu'est-ce qu'on y retrouve? Et bien on y retrouve notre cellule dendritique, ici, qui va faire contact, vous voyez, par des prolongements cytoplasmiques avec tout un tas de lymphocytes. Donc les lymphocytes, ce sont les globules blancs dont on avait un petit peu parlé en début de chapitre pour dire que ils ne jouaient aucun rôle dans la réaction inflammatoire, et ben ces lymphocytes, ce sont eux qui vont jouer un rôle dans la deuxième immunité, qui est l'immunité adaptative. Pour jouer un rôle, il faut qu'ils aient identifié l'agent pathogène, et donc nos cellules dendritiques, avec qui le pathogène a déjà été en contact, ces cellules dendritiques qui le connaissent, et ben, vont venir faire contact avec les lymphocytes. Et quand on regarde le document sur la droite, on a fait une fluorescence justement des antigènes. Donc la partie du pathogène qui déclenche la réaction immunitaire, on l'a rendu fluorescent et on voit qu'on le retrouve à la surface de la membrane des cellules dendritiques. Ça doit vous rappeler un petit peu ce que l'on a dit ici dans la partie précédente du cours sur la phagocytose. Nos cellules dendritiques, tout comme les macrophages, vont phagocyter la bactérie ou le virus et, je vous avais parlé, soit elles vont rejeter les déchets, soit elles vont exposer sur le CMH l'antigène à leur surface. Et donc j'en avais pas dit davantage précédemment, et ben c'est simplement parce que je voulais pas en dire plus, mais voilà. Donc ces cellules vont exposer à leur surface l'antigène dans le but de le montrer, voilà. Donc là on voit bien qu'il est exposé à la surface, dans le but de le montrer aux lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, pour que ces lymphocytes ensuite puissent déclencher la seconde réaction immunitaire, qui est la réaction immunitaire adaptative, dont on parlera dans le prochain chapitre. Donc voilà comment on fait le lien entre la réaction inflammatoire et le prolongement de l'immunité lors de la réaction, ce qu'on appellera la réaction adaptative. Voilà.
Deuxième partie, limiter l'inflammation. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la réaction inflammatoire devait être limitée parce que pour limiter la fièvre et les douleurs. Donc vous avez lu les documents, moi je vais revenir sur certains. Sur ce document, donc, vous avez effectivement ce qu'on appelle la chaîne de fabrication du médiateur chimique qui est la prostaglandine. Pourquoi celui-là? Parce que c'est ce médiateur chimique qui est responsable de la vasodilatation des vaisseaux sanguins, de la fièvre et de la douleur. Cette prostaglandine est fabriquée à partir de phospholipides membranaires qui vont être transformés par une enzyme, la phospholipase, en acide arachidonique, qui à leur tour sera transformée par une autre enzyme, la cyclooxygénase, c'est celle qui va nous intéresser, pour former la prostaglandine. Donc si vous arrivez à empêcher la formation de prostaglandine, vous empêcherez la douleur et la fièvre. On s'intéresse donc à un anti-inflammatoire, l'ibuprofène que tout le monde connaît, et on se rend compte que la cyclooxygénase, son activité diminue de 100% à 0% lorsque on augmente la dose d'ibuprofène. Donc l'ibuprofène va annuler l'action de la cyclooxygénase, et donc empêcher la dernière étape de se faire, c'est-à-dire de fabriquer de la prostaglandine à partir de l'acide arachidonique. Comment l'ibuprofène agit? Eh bien là, il faut faire appel à vos connaissances sur les enzymes. Rappelez-vous, les enzymes, comment fonctionnent-elles? Elles ont un site actif, où des acides aminés vont se lier au substrat, et d'autres acides aminés vont transformer ce substrat en produit. Donc le substrat de cette enzyme, la cyclooxygénase, c'est l'acide arachidonique, qui va venir se fixer là, puis être transformé par la suite en prostaglandine. Eh bien on se rend compte que l'ibuprofène va venir se fixer au même endroit que l'acide arachidonique. Donc il doit avoir une forme similaire, et donc il va prendre la place de l'acide arachidonique. Et donc s'il prend la place de l'acide arachidonique, ce dernier ne peut plus venir se fixer, ne pouvant plus se fixer, on ne peut plus fabriquer de prostaglandine, et donc on limite la fièvre et la douleur. Donc voilà comment fonctionnent les médicaments anti-inflammatoires. Voilà, tout ce qu'il fallait vous remarquer sur cette activité. Dans le cours, je resterai simple, donc la réaction inflammatoire prépare le déclenchement de l'immunité adaptative, donc ça va voir chapitre suivant, par la migration des cellules dendritiques activées. Activées, ça veut dire qu'elles ont déjà rencontré l'antigène et qu'elles le présentent à leur surface. Et donc ces cellules dendritiques vont, via les vaisseaux lymphatiques jusqu'aux lymphocytes présents dans les ganglions lymphatiques, donc ils vont migrer jusque-là. Les anti-inflammatoires, eux, agissent en bloquant la synthèse et l'action de certains médiateurs chimiques de l'inflammation. Ils sont utilisés lorsque la réaction inflammatoire se prolonge de façon anormale et entraîne des dommages aux tissus. Voilà. Donc on termine ce chapitre sur l'immunité innée. Vous avez ici le schéma bilan. Donc les muqueuses ou la peau, qui sont les barrières naturelles, peuvent se retrouver lésées. À ce moment-là, des agents pathogènes rentrent. Ils vont être reconnus par les cellules sentinelles qui se baladent dans les tissus, donc essentiellement macrophages, cellules dendritiques, mastocytes, donc reconnus par la reconnaissance des motifs PAMP par les récepteurs PRR. Ces cellules vont ensuite sécréter des médiateurs chimiques, donc prostaglandine, histamine ou interleukine. Ces médiateurs chimiques vont causer la vasodilatation des vaisseaux sanguins et le recrutement de nouvelles cellules de l'immunité innée. Ça cause les symptômes de la réaction inflammatoire. Chaleur, gonflement, rougeur, douleur, et les cellules de l'immunité innée vont ensuite phagocyter le pathogène, d'accord, pour le détruire ou pour exposer à leur surface certaines parties de ce pathogène qu'on appelle l'antigène et migrer par la suite pour les cellules dendritiques jusqu'au ganglion lymphatique et présenter aux lymphocytes l'antigène qui est en train d'attaquer notre organisme pour pouvoir ensuite faire en sorte que la réaction adaptative commence. Les anti-inflammatoires, eux, vont jouer, donc vous avez la flèche verte ici, à ce niveau-là, au niveau de l'étape 2, pour empêcher la sécrétion de molécules inflammatoires telles que la prostaglandine. Voilà, donc on s'arrête ici, pas d'autres activités pendant la suite de la semaine ou pendant les vacances. Je vous demande simplement pendant les vacances de reprendre petit à petit un petit peu tout ce que l'on a vu pendant cette première période de confinement jusqu'à ces vacances, ou de vous mettre à jour si vous avez pris un petit peu de retard. Donc pas d'action nouvelle, pas d'activité nouvelle, uniquement de la révision de tout ce que l'on a fait.
Voilà, merci à vous et bonnes vacances. Reposez-vous et surtout, prenez soin de vous.